Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur cet accord commercial, le fameux accord de Turnberry de juillet 2025, entre les États-Unis et l'UE. Un accord qui a fait beaucoup de bruit. Oui, bonjour. Surtout côté pro-Trump, on a parlé de victoire par chaos, un deal énorme réglé en 75 minutes, c'est ça? C'est ça. Alors, notre but aujourd'hui, c'est d'aller un peu au-delà de ces gros titres, de décortiquer ce qui s'est vraiment passé en s'appuyant sur l'analyse Le Gambit de Turnberry. Qu'est-ce que ça veut dire cet accord concrètement? Alors, la première chose à comprendre, c'est le contexte. Ce n'était pas du tout une négociation, disons, classique. Ah bon? Non, c'était plutôt l'aboutissement de mois de pression américaine. Vraiment intense? Avec cette menace de tarifs douaniers potentiellement dévastateurs, hein, jusqu'à 50% sur l'automobile. Ah oui, quand même. Oui, et avec une date limite très claire, 1er août 2025. Donc, l'Europe, elle négociait, on peut y dire, le pistolet sur la tempe. C'est un ultimatum, en fait. D'accord. Le décor est planté. Alors revenons sur ces chiffres qui ont circulé, ces chiffres un peu fous. 750 milliards de dollars d'achat d'énergie américaine par l'UE sur 3 ans et 600 milliards d'investissements européens aux États-Unis. Ça paraît énorme. Qu'est-ce qu'il y a derrière en vrai? C'est là que l'analyse devient assez fascinante. Le chiffre de 750 milliards pour l'énergie, il est largement irréaliste. Carin. Oui, pour atteindre ça, il faudrait tripler les importations qu'on a actuellement. C'est à peu près 80 milliards en 2024. Donc, tripler ça pose d'énormes problèmes de logistique, mais aussi de capacité de production américaine à court terme. D'accord. Et surtout, le point fondamental, la Commission européenne, elle n'a pas le pouvoir d'imposer ce genre d'achat à des entreprises privées. Ah ouais, c'est vrai. C'est donc une intention fidèle, comme ils disent. C'est non contraignant, et puis ça va complètement à l'encontre des objectifs européens. Je pense au pacte vert, à REPowerEU. Oui, le plan pour réduire la dépendance aux fossiles. Exactement. Là, on augmente notre dépendance, notamment au gaz de schiste américain. Donc l'astuce, c'est pas l'engagement lui-même, mais son utilisation politique. Un écran de fumée. C'est fou que ce soit si peu contraignant. Et les 600 milliards d'investissements européens aux US, c'est la même logique, hein, juste de l'affichage. C'est exactement la même logique. Des sources internes parlent carrément d'habillage de vitrine, du window dressing. D'accord. En gros, on agrège des investissements qui étaient déjà annoncés par des grands groupes européens, comme Volkswagen, AstraZeneca, bien avant Turnberry. Ah d'accord, donc rien de nouveau sous le soleil. Pas vraiment. Et là encore, la Commission ne peut rien imposer, il n'y a aucune sanction prévue si ça n'arrive pas. Le point clé, c'est ça. Ce ne sont pas des milliards qui découlent de l'accord, c'est juste un repackaging pour gonfler la victoire de Trump et puis donner une justification à von der Leyen pour les concessions sur les tarifs. C'est un peu cynique quand même. L'Europe a échangé une douleur réelle, les tarifs, contre le droit pour Trump de crier victoire sur du vent, en gros. Justement, ces tarifs. On a beaucoup entendu parler du 15% de base imposé par les US. Mais on pourrait dire que même si les autres chiffres sont gonflés, éviter 50% sur l'automobile, c'était déjà pas mal pour l'Europe, non? Oui et non. C'est plus compliqué que ça. D'abord, il y a des exceptions, et elles sont cruciales. C'est-à-dire? Il y a une liste de produits stratégiques qui sont exemptés. Tarif 0 pour 0, donc aucune taxe. Ça comprend l'aéronautique ou, pour Airbus, mais aussi les équipements pour les semi-conducteurs. Ça protège ASML, l'entreprise européenne vitale pour le CHIPS Act américain, et puis certains produits chimiques, des médicaments. Donc les tarifs ciblent surtout quoi? Les biens de consommation, comme l'automobile justement, sans trop pénaliser les intérêts stratégiques américains. C'est assez malin de leur part. Et cette histoire de réciprocité? Zéro tarif US en Europe? Ah, ça c'est largement une illusion. Les tarifs européens, ils étaient déjà très bas, genre 1 ou 2%. Ah oui, c'est vrai. Donc, les supprimer, ça fait économiser quoi? 5 milliards d'euros aux Américains. C'est mineur. Pendant ce temps, les tarifs punitifs américains sur notre acier et notre alu, eux, ils sont maintenus. Section 232, 50%. Ça reste. D'accord. Donc pour l'automobile, oui, 15%, c'est un coup dur. Mais c'est vrai, face aux menaces de 30 ou 50%, certains, notamment en Allemagne, ont vu ça comme un soulagement, à moindre mal. Mais l'accord, ça ne se résume pas qu'à ça, j'imagine. Il y a des choses moins visibles, mais peut-être importantes. Absolument. Et peut-être même plus impactantes sur le long terme. Par exemple, les Américains ont affirmé qu'il y avait des engagements européens massifs sur les armes. L'UE a démenti, c'est pas sa compétence. Ok. Par contre, un engagement qui est bien réel,
C'est l'achat pour 40 milliards d'euros de puces IA américaines, Nvidia et AMD. Ah oui, et ça, c'est problématique. Mais, Trésor, ça heurte de plein fouet notre objectif d'autonomie stratégique, le fameux EU Chips Act. Ça officialise une dépendance technologique critique. Je vois. Ajouter à ça des clauses un peu floues sur la coopération réglementaire, ça pourrait ouvrir des brèches dans nos normes en agriculture sur l'automobile. Et puis, faut pas oublier la fracture franco-allemande que ça a révélée. C'est vrai, on en a parlé. Colère française face à ce qui est vu comme une soumission et soulagement plus pragmatique côté allemand pour sauver l'industrie auto, une division que Washington a très bien su exploiter. Alors au final, comment on résume tout ça? Qui gagne, qui perd? C'est un succès américain ou un marché de dupes? Tactiquement, c'est clair, c'est une victoire de com' pour Trump, basée sur du vent, des chiffres symboliques non contraignants. Pour l'Europe, c'est une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire? On évite la guerre commerciale immédiate, oui. Mais le prix est lourd. Tarifs asymétriques, dépendance technologique qui s'accroît, risque sur nos normes, division interne amplifiée. Et ça soulève des questions pour la suite. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer quand on verra que les objectifs irréalistes ne sont pas atteints? Est-ce que c'est ça la nouvelle norme des relations transatlantiques? Et puis est-ce que cet accord sera même ratifié partout? Et pour finir, peut-être une question pour la réflexion. Est-ce que l'Europe a consciemment payé très cher pour gagner du temps, pour se préparer à un avenir où elle devra plus compter sur elle-même, ou est-ce qu'elle s'est juste fait avoir par un bluff? C'est toute la question. L'impact stratégique réel de Thornbury, on est encore loin de le mesurer. Voilà pour cette exploration des dessous de l'accord de Thornbury. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On espère que cette analyse vous a apporté quelques éclairages. À très bientôt pour une nouvelle discussion de fond.